C'était décembre, et Montréal semblait une ville figée dans le temps. La neige tombait si lourdement que les toits du plateau Mont-Royal scintillaient sous les réverbères jaunâtres, et le vent traversait les rues étroites avec un sifflement qui transperçait jusqu'aux os. J'étais allongé à plat ventre sur la table de massage, le visage enfoncé dans le trou de l'oreiller, sentant les mains de Noah parcourir mon dos comme s'il lisait une carte que lui seul pouvait comprendre. À chaque fois que ses doigts appuyaient sur un nœud de tension dans mes trapèzes, je fermais les yeux et retenais mon souffle, pas à cause de la douleur, mais parce que son contact faisait remonter quelque chose que j'avais passé des années à enfouir sous des couches de discipline et de coups. « Tu es très tendu aujourd'hui, Liam », murmura Noah avec son accent franco-canadien, ce mélange doux de français et d'anglais qui rendait même les mots les plus simples poétiques. « On dirait que tu portes tout le poids de la ville sur les épaules. » Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Parce que si j'ouvrais la bouche, j'avais peur que sorte quelque chose qu'il ne fallait pas. Quelque chose qui menaçait de s'échapper depuis des semaines, chaque fois que j'étais près de lui. Noah était mon masseur depuis 3 mois, embauché par mon entraîneur après que l'ancien soit parti à Vancouver. Au début, je l'avais traité comme tous les autres. Politesse distante, réponse minimale, le mur que je m'étais construit depuis que j'étais devenu boxeur professionnel. Mais Noah était différent. Il avait une façon de me regarder, de me toucher, qui me faisait me sentir vu, pas comme le poids moyen en ascension, Liam O'Connor, mais comme l'homme qui se cachait sous les cicatrices et la peau rougie par le froid. Ses mains descendirent le long de ma colonne vertébrale, pressant chaque vertèbre avec une précision chirurgicale, et je sentis mon corps se rendre sous ses doigts. L'odeur de camphre et d'huile d'eucalyptus emplissait la petite salle de massage du gymnase, se mêlant à la chaleur qui émanait du vieux radiateur dans le coin. Dehors, la tempête de neige rugissait contre les vitres, mais là-dedans, dans cet espace réduit où il n'y avait que Noah et moi, le monde semblait s'être arrêté. « Noah », dis-je enfin, la voix rauque et brisée. Il s'arrêta. Je sentis son souffle tout près de ma nuque, la chaleur de son corps penchée au-dessus du mien. « Oui ». Je me retournai lentement, ignorant la serviette qui couvrait ma taille, et le regardai droit dans les yeux. Ses yeux sombres, presque noirs sous la lumière tamisée du lampadaire, me rendirent de mon regard avec un mélange de surprise et d'autre chose, quelque chose qui me fit perdre tout contrôle. Sans réfléchir, sans calculer les conséquences comme je le faisais avant chaque combat, je tendis la main, pris son visage entre mes doigts rugueux de tant de bandages, et l'embrassai. Ce fut d'abord un baiser maladroit, désespéré, comme si toute ma vie j'avais entraîné pour cet instant et que je ne sache pourtant pas quoi faire. Noah resta immobile une seconde, qui parut éternelle. Puis ses lèvres s'ouvrirent sous les miennes. Sa main remonta jusqu'à ma nuque, ses doigts glissant dans mes cheveux courts, tandis qu'il répondait avec une intensité qui me coupa le souffle. Il avait le goût du café amer et de quelque chose de sucré, peut-être du sirop d'érable, et sa barbe grattait ma mâchoire d'une façon qui me fit gémir contre sa bouche. Quand on se sépara, on haletait tous les deux. Noah avait les joues rougies, les lèvres gonflées, et ses yeux brillaient derrière les lunettes qui s'étaient tordues pendant le baiser. « Liam », souffla-t-il, et il y avait autant de peur que de désir dans sa voix. « Je suis désolé », dis-je automatiquement, même si je ne l'étais pas du tout. « Je n'aurais pas dû... » « Non », m'interrompit-il en secouant la tête. « Ne t'excuse pas. Seulement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Moi non plus, avouai-je en passant une main sur mon visage. Mais je n'arrive pas à arrêter de penser à toi. Chaque nuit, chaque entraînement, chaque fois que je ferme les yeux. » Noah recula d'un pas, rajusta ses lunettes de doigts, tremblant. Il semblait livrer son propre combat intérieur. Et pendant un instant, je crus qu'il allait sortir en courant.
Mais au lieu de ça, il s'assit au bord de la table, à côté de moi, et poussa un long soupir là. « Tu sais que ça pourrait nous détruire tous les deux, hein ?» dit-il à voix basse. « Ta carrière, mon travail. Ce n'est pas juste compliqué, Liam, c'est dangereux. » Je hochai la tête, parce qu'il avait raison. Le monde de la boxe n'était pas franchement accueillant pour des hommes comme nous. Les sponsors, les promoteurs, les médias, tous attendaient de moi que je sois le guerrier irlando-canadien de Manuel, avec une belle copine au bras et une image impeccable. Mais quand je regardais Noah, avec son expression vulnérable et ses mains tachées d'huile de massage, je savais que je ne pourrais pas faire comme si rien ne s'était passé. Ce qu'aucun de nous ne savait à ce moment-là, c'est qu'une caméra de surveillance du gymnase, censée être éteinte pendant les séances privées, avait capturé chaque seconde de ce baiser. 3 jours plus tard, le gymnase résonnait des bruits habituels, le claquement rythmé des gants contre les sacs lourds, le grincement des cordes du ring, les voix des entraîneurs qui hurlaient des consignes. J'étais au milieu de ma 3e reprise de sparring avec un poids welter quand je vis mon manager, Marcus Chen, franchir la porte principale avec une expression qui n'annonçait rien de bon. Marcus était un homme petit et trapu, toujours vêtu de costumes hors de prix qui jurait avec l'ambiance crasseuse du gymnase, et il avait cette capacité à rendre n'importe quelle pièce plus étroite, rien qu'en y entrant. « Liam, il faut qu'on parle », lança-t-il sans préambule, dès la reprise terminée. Je le suivis jusqu'au petit bureau à l'arrière, une pièce exiguë au mur en bois écaillé et au bureau métallique couvert de papier et de tasses de café vides. Marcus ferma la porte et croisa les bras, me fixant avec cet air grave qu'il réservait aux mauvaises nouvelles. « On a un problème. »« Quel genre de problème ?» demandai-je en essuyant la sueur de mon front avec la serviette autour de mon cou. « Du genre qui pourrait te coûter tous tes contrats et ton prochain combat, » répondit-il en sortant son téléphone de sa poche et en le faisant glisser sur le bureau vers moi. « Regarde ça. » Je déverrouillai le téléphone et sentis mon estomac tomber dans mes talons. C'était une vidéo de surveillance en noir et blanc, avec la date et l'heure dans le coin supérieur droit. À l'écran, moi, en train d'embrasser Noah dans la salle de massage. L'image était granuleuse, mais incontestable. « D'où tu tiens ça ?» demandai-je, la voix plus calme que je ne l'étais. Un des techniciens d'entretien l'a trouvé en vérifiant les enregistrements de la semaine dernière, expliqua Marcus. Par chance, il est venu me voir directement avant que quelqu'un d'autre ne la voie. Mais Liam, c'est grave. Si ça sort... Je sais, le coupai-je en lui rendant le téléphone. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Marcus soupira et se frotta les tempes comme s'il avait mal à la tête. Il faut qu'on contrôle le récit avant que ça nous échappe. J'ai une idée, mais tu ne vas pas aimer. Vas-y, dis-le. Le week-end prochain, il y a un gala de charité à Old Montréal pour lever des fonds pour les jeunes boxeurs. Tous les médias seront là, et tu es déjà confirmé comme invité d'honneur, fit-il une pause, choisissant ses mots. J'ai besoin que tu viennes accompagné d'une femme, quelqu'un qui puisse passer pour ta petite amie. Je le fixais, sentant la colère monter dans ma poitrine comme de la lave. Tu me demandes de mentir, de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas ? Je te demande de protéger ta carrière, rétorqua Marcus en haussant le ton. Liam, je sais que ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. Si tu fais ton coming out maintenant, avant d'être champion consolidé, tu perds tout ce pour quoi tu as travaillé. Les sponsors fuiront, les chaînes annuleront tes combats, et tu deviendras une note de bas de page dans l'histoire de la boxe. Ces mots me frappèrent comme des coups de poing, parce que je savais qu'ils n'exagéraient pas. J'avais vu ce qui était arrivé à d'autres athlètes qui avaient choisi de vivre ouvertement. Certains s'en étaient sortis, mais beaucoup avaient disparu. Dans l'oubli. « Et Noah ?» demandai-je à voix basse. Marcus fronça les sourcils. « Quoi, Noah ? Il sera là. Mon entraîneur l'a déjà engagé pour tout l'événement, au cas où un boxeur
aurait besoin de soins. Alors tu garderas tes distances, dit Marcus sans hésiter. Ce n'est qu'une soirée, Liam. Après, on pourra réfléchir à un plan à long terme. Je sortis du bureau comme si j'avais encaissé 12 rounds. Le gymnase continuait son vacarme, mais je ne voyais plus que l'image de Noah, me regardant arriver au gala avec une autre femme au bras. Il n'y avait aucun moyen de lui expliquer sans passer pour un lâche, sans admettre que je mettais ma carrière avant ce que je ressentais pour lui. Ce soir-là, en rentrant à pied à mon appartement sous la neige de Montréal, mains enfoncées dans les poches de mon manteau matelassé et bonnet enfoncé jusqu'aux sourcils, je me suis arrêté devant un café au coin de Saint-Laurent. À travers la vitre embuée, j'ai vu un couple de personnes âgées partager une part de gâteau, riant comme s'ils étaient seuls au monde. Je me suis demandé si Noah et moi pourrions un jour avoir quelque chose d'aussi simple et vrai, sans se cacher. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application Messages. Le dernier texto de Noah datait du matin, un simple « bonne séance d'entraînement ». J'ai commencé à écrire plusieurs fois, mais chaque tentative sonnait pathétique ou insuffisante. Alors j'ai rangé le téléphone et continué à marcher. Je ne savais pas encore que ce n'était que la première de nombreuses décisions impossibles que j'allais devoir prendre dans les mois suivants, ni que ce baiser partagé dans la salle de massage allait tout changer. Si cette première partie vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire de quelle ville vous regardez ça. Et quand vous aurez écouté toute l'histoire, je veux que vous me donniez une note de 0 à 10 et que vous me disiez ce qui vous a le plus plu. Maintenant, si vous êtes prêts à continuer, j'attends votre feu vert pour la partie 2 de cette histoire qui ne fait que commencer. La nuit du gala arriva avec une cruauté que seul l'hiver montréalais pouvait offrir. Les rues du vieux Montréal étaient recouvertes d'une épaisse couche de neige qui brillait sous les réverbères historiques, et le vent soufflait si fort que les branches nues des arbres s'agitaient comme des squelettes dansants. J'étais planté devant le miroir de mon appartement, à ajuster le nœud papillon noir du smoking que Marcus m'avait fait livrer le matin même, et je me sentais comme un imposteur. L'homme que me renvoyait le miroir avait les yeux vert-gris ternes, la mâchoire crispée, et les cicatrices aux sourcils paraissaient plus marquées sous la lumière crue de la salle de bain. J'avais passé toute la semaine à éviter Noah. J'avais annulé 2 séances de massage avec des excuses minables sur des petites douleurs et des entraînements modifiés. Et quand je le croisais au gymnase, je détournais le regard en faisant semblant d'être trop concentré sur les sacs de frappe. Je savais que c'était lâche, mais je n'avais pas le courage de le regarder dans les yeux et de lui dire que ce soir-là, j'allais arriver au gala avec une femme que Marcus avait engagée, une mannequin de Toronto nommée Sophie, qui se prêtait à ce genre d'arrangement contre une somme que je préférais ignorer. La sonnette retentit à 7 heures pile. Je pris une grande inspiration, jetai mon manteau noir sur mes épaules et descendis l'escalier de mon immeuble du plateau Mont-Royal. Sophie m'attendait dans le hall, grande et élégante, cheveux blonds relevés en chignon sophistiqué, robe rouge qui tranchait sur le blanc de la neige, qui s'infiltrait chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte, et sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux bleus. « Tu dois être Liam, dit-elle en me tendant une main gantée. « C'est moi, répondis-je en lui serrant brièvement la main. « Merci d'avoir accepté. »« Ce n'est que du boulot, fit-elle avec un haussement d'épaule. « Marcus m'a expliqué ce dont tu avais besoin. Ne t'inquiète pas, je sais garder les apparences. » Le trajet en taxi jusqu'à l'hôtel où avait lieu le gala fut gênant et silencieux. Sophie scrollait son téléphone, pendant que je regardais par la fenêtre les rues enneigées, les couples enlacés sous les lumières de Noël qui ornaient encore les bâtiments de pierre grise du vieux Montréal. À notre arrivée, l'hôtel,
Un édifice historique aux colonnes blanches et aux fenêtres en arc illuminées d'un éclat doré déployait un tapis rouge protégé par une tente transparente contre la neige. Les flashs crépitèrent dès que je descendis du taxi avec Sophie à mon bras. « Liam, par ici. »« Qui est ton accompagnatrice, Liam ?»« C'est ta copine ?» Sophie souriait aux appareils photo avec l'aisance de quelqu'un qui connaissait le cirque, tandis que j'essayais de garder une expression neutre, chaque flash me frappant l'estomac comme un coup de poing. Nous entrâmes dans la grande salle de l'hôtel, un espace immense au plafond haut, orné de fresques anciennes, lustres de cristal qui pendaient comme des cascades de lumière, table ronde drapée de nappes blanches et centre de roses rouges. La musique douce d'un quatuor à cordes emplissait l'air, se mêlant au murmure des conversations et au tintement des coupes de champagne. Et puis je le vis. Noah était au fond de la salle, près d'une table où on avait installé une petite station de premiers soins et massages express pour les boxeurs. Il portait une chemise noire à manches longues qui moulait son torse mince, un pantalon sombre et ses lunettes à fine monture qui le faisaient paraître plus intellectuel que sportif. Il parlait avec un entraîneur, mais au moment où nos regards se croisèrent à travers la foule, son visage changea. Je vis ses yeux descendre jusqu'à Sophie, toujours accrochée à mon bras, et sa mâchoire se crisper, ses lèvres se pincer en une ligne mince. Il détourna le regard comme si ça brûlait et se retourna, faisant semblant de s'occuper des bouteilles d'huile de massage. Je reçus le coup en pleine poitrine, comme un crochet du droit. « Ça va ?» demanda doucement Sophie, remarquant ma distraction. « Oui, mentis-je. J'ai juste besoin d'un verre. » L'heure qui suivit, je me déplaçais dans la salle comme un automate. Je serrais des mains de sponsors, posais pour d'autres photos avec Sophie collée à moi comme une ombre belle et vide, écoutais des discours sur l'importance de soutenir les jeunes boxeurs de Montréal, pendant que mon esprit était à des kilomètres. Chaque fois que je jetais un œil vers Noah, il semblait occupé avec quelqu'un d'autre, massant des épaules crispées, bandant des poignets, parlant dans ce français doux qui me faisait mal comme aucun coup n'avait réussi à le faire. Vers 22 heures, je trouvai enfin une excuse pour m'approcher. Je dis à Sophie que je devais faire vérifier une vieille blessure à l'épaule. Elle hocha la tête distraitement, plus intéressée par le champagne que par moi. Je marchais vers la table de Noah, le cœur battant si fort que je crus qu'il allait jaillir de ma poitrine. « Noah », dis-je en arrivant à sa hauteur. Il leva les yeux de la poche de glace qu'il préparait pour un autre boxeur, et la froideur dans ses yeux sombres me coupa le souffle. « Liam », répondit-il d'un ton neutre, « tu as besoin de quelque chose ?» Commençai-je, mais je ne savais pas quoi dire avec tout ce monde autour. « Il faut que je te parle. »« Je travaille », lâcha-t-il sèchement en reportant son attention sur la poche de glace. « Noah, s'il te plaît. »« S'il te plaît quoi, Liam ?» demanda-t-il, et il y avait maintenant une pointe de colère dans sa voix que je n'avais jamais entendue. « S'il te plaît, comprends que tu as amené ta copine à un gala où tu savais que je serais. S'il te plaît, fais comme si ça ne me touchait pas de te voir avec elle, au bras toute la soirée. Ce n'est pas ce que tu crois, dis-je désespéré, baissant la voix. Elle n'est pas quoi? Pas réelle, m'interrompit-il, les yeux brillants d'un mélange de douleur et de rage. Parce que de là où je suis, ça a l'air sacrément réel, Liam. Et tu sais quoi? Peut-être que tu avais raison quand tu disais que c'était dangereux. Peut-être qu'on aurait dû s'arrêter à se baiser et rien de plus. » Avant que je puisse répondre, Marcus apparut à mes côtés avec un sourire forcé et une main ferme sur mon épaule. « Liam, on a besoin de toi pour les photos de... » « Groupe des boxeurs, dit-il d'un ton qui ne souffrait pas de discussion. « Allons-y. » Je me laissai entraîner vers le centre de la salle, mais je passai le reste de la soirée dans un brouillard de culpabilité et de regret. Chaque sourire, pour les appareils photos, était une trahison.
Chaque fois que Sophie se rapprochait pour maintenir la façade, je creusais un fossé plus profond entre Noah et moi. Quand le gala se termina enfin vers minuit, je raccompagnai Sophie jusqu'à un taxi et la remerciai pour son temps. Elle me tapota le bras avec une expression presque compatissante. « J'espère que ça en vaut la peine », dit-elle avant de fermer la portière. Je ne sus pas si elle parlait de ma carrière ou de ce que je sacrifiais pour elle. Je restais planté dans la rue enneigée, regardant le taxi disparaître entre les lumières du vieux Montréal, avec un vide dans la poitrine qu'aucune victoire sur le ring n'avait jamais comblé. Je sortis mon téléphone et écrivis à Noah. « Il faut que je t'explique. S'il te plaît, donne-moi une chance. » Les 3 petits points apparurent et disparurent plusieurs fois avant que sa réponse arrive enfin. « Pas ce soir, Liam. J'ai besoin de réfléchir. » Je rangeai le téléphone et me mis à marcher vers mon appartement à travers les rues vides et gelées. La neige avait cessé de tomber, mais le froid était si vif que chaque respiration brûlait les poumons. Je croisais des couples qui sortaient de restaurants et de bars, leurs rires et leurs conversations créant de petites bulles de chaleur dans la nuit glacée, et je me sentis plus seul que jamais. Quand j'arrivai enfin chez moi, j'enlevai mon smoking et m'effondrai sur le canapé sans même allumer la lumière. La ville scintillait à travers les fenêtres, les lumières de Montréal clignotant comme des étoiles tombées sur une mer de neige. Je fixais le plafond sombre pendant des heures, écoutant les podcasts en français sur la cuisine québécoise que je mettais toujours pour m'endormir. Mais cette fois, les voix douces ne m'apportèrent aucun réconfort. Je ne savais pas encore que les choses allaient se compliquer bien davantage. Le lendemain, Marcus m'appela avec des nouvelles qui allaient tout changer. Les photos de Sophie et moi au gala étaient partout dans les médias sportifs canadiens, avec des titres qui spéculaient sur ma vie amoureuse et mon prochain combat. Mon profil public n'avait jamais été aussi haut, mais en même temps, Noah avait reçu une offre qui allait le forcer à prendre la décision la plus difficile de sa vie. Et moi, coincé entre l'homme que j'aimais et la carrière pour laquelle j'avais tout sacrifié, j'allais devoir choisir quel genre de boxeur, quel genre d'homme je voulais vraiment être. Les jours suivants furent une torture. Noah continuait à venir au gymnase, mais gardait une distance professionnelle qui faisait plus mal que n'importe. Quel coup reçu sur le ring. Il ne me parlait que quand c'était absolument nécessaire. Réponse monosyllabique et tranchante. Et ses mains, qui avaient autrefois touché mon corps, avec un mélange de professionnalisme et de quelque chose de plus profond, travaillaient maintenant mes muscles avec une efficacité mécanique. J'essayais de lui parler plusieurs fois, mais il y avait toujours quelqu'un d'autre, toujours une excuse, toujours un moyen d'éviter la conversation qu'on savait tous les deux nécessaire. Marcus jubilait devant la couverture médiatique, programme interview et apparition publique, où je devais continuer à mentir sur Sophie, inventant des anecdotes sur une relation qui n'existait pas. Ce fut une semaine après le gala que Noah vint enfin me chercher. J'étais en train de finir mon entraînement de l'après-midi, frappant le sac lourd avec plus de force que nécessaire, laissant la rage et la frustration sortir à chaque combinaison. Quand je me retournais pour prendre de l'eau, Noah était là, près de mon sac de sport, l'air grave et une lettre pliée à la main. « Il faut qu'on parle. »« Ça fait une semaine que j'essaie qu'on parle, » répondis-je en enlevant mes gants. « Je sais, soupira-t-il, mais là c'est différent. Il faut que je te montre quelque chose. » Il m'emmena dans la salle de massage vide et ferma la porte derrière nous. L'endroit semblait différent maintenant, chargé du souvenir de ce baiser qui avait tout déclenché. Noah me tendit la lettre sans un mot, et je la lus avec une horreur croissante. C'était une offre d'emploi d'un prestigieux centre de médecine sportive à Toronto,
spécialisé dans les athlètes LGBT, avec un salaire 3 fois supérieur à ce qu'il gagnait à Montréal, des avantages complets et la possibilité de travailler avec des équipes olympiques. Date de début, dans 2 semaines, soit 3 jours après mon combat le plus important jusqu'à présent. Toronto, dis-je doucement, sentant le monde basculer sous mes pieds. C'est une opportunité incroyable, Liam, dit Noah, et il y avait de la douleur dans sa voix. C'est le genre de poste dont j'ai toujours rêvé après ce qui s'est passé dans l'équipe de hockey. Un endroit où je peux être moi-même, sans me cacher. Et nous, demandai-je, même si la réponse était déjà dans ses yeux. Je ne sais pas s'il y a un « nous », Liam, répondit-il avec une tristesse qui me brisa le cœur. Toi, tu as ta carrière, tes sponsors, ton image publique, et moi, je ne peux pas être le sale petit secret que tu caches pendant que tu souris aux caméras avec quelqu'un d'autre au bras. J'aurais voulu lui dire que je renoncerais à tout, que je le choisirais lui avant la boxe, avant les contrats et les combats. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge, parce qu'on savait tous les deux que ça aurait été un mensonge. La boxe, c'était tout ce que je connaissais, tout pourquoi j'avais travaillé depuis l'adolescence, quand je n'avais que de la rage et nulle part où la déverser. Ne pars pas, fut tout ce que je parvins à dire. S'il te plaît, Noah, donne-moi du temps pour arranger ça. Combien de temps, Liam, demanda-t-il, et il y avait du désespoir dans sa voix qui faisait écho au mien. 1 mois? 1 an? Le reste de ta carrière? Je ne peux pas vivre comme ça, à attendre que tu sois prêt à assumer ce qu'on est. Je n'avais pas de réponse. On resta planté là en silence, le poids de tous les mots non dits tombant entre nous comme une neige lourde, jusqu'à ce que Noah secoue la tête et se dirige vers la porte. « J'ai jusqu'à vendredi pour accepter l'offre, » dit-il sans se retourner. « Je suis désolé, Liam. Vraiment désolé. » Et ainsi, tandis que Montréal s'enfonçait dans le cœur le plus froid de l'hiver, je restais seul dans cette salle de massage, entouré de l'odeur de camphre et d'eucalyptus, sachant que j'avais perdu quelque chose de bien plus précieux qu'aucune ceinture de champion. Les jours précédant mon combat le plus important se transformèrent en un enfer d'entraînements intensifs et de pensées obsédées par Noah. Le gymnase était à la fois mon refuge et ma prison. Chaque matin, je me réveillais avant l'aube dans mon appartement du plateau Mont-Royal, les fenêtres couvertes de givre qui dessinaient des motifs comme de la dentelle sur le verre, et je sortais courir dans les rues gelées de Montréal pendant que la ville dormait encore sous son manteau de neige. Le froid me mordait le visage et les poumons, mais je le préférais à la chaleur étouffante de mes propres pensées. Noah n'avait toujours pas donné de réponse définitive concernant Toronto. Je le voyais au gymnase tous les jours, travaillant avec d'autres boxeurs, ses mains se déplaçant avec cette précision que j'avais appris à connaître si bien. Mais entre nous, il y avait un gouffre qui semblait s'élargir à chaque heure. Je ne savais pas comment le franchir, ni quel mot employer pour le convaincre de rester alors que je ne pouvais pas lui promettre ce dont il avait vraiment besoin. Honnêteté, courage, une vie sans se cacher. Ce fut ma sœur qui finit par me forcer à affronter la vérité. Siobhan avait pris l'avion depuis Vancouver pour assister à mon combat et débarqua chez moi un mardi après-midi avec une bouteille de whisky irlandais et cette expression que je connaissais trop bien. Elle avait 3 ans de plus que moi, les mêmes cheveux châtains foncés et yeux verts, mais là où j'avais canalisé ma rage dans la boxe, elle l'avait transformée en une brillante carrière d'avocate des droits humains. « Tu as une tête épouvantable », lança-t-elle sans détour, en secouant la neige de son manteau. « Quand est-ce que tu as dormi plus de 4 heures, pour la dernière fois ?»« Je ne compte plus », répondis-je en m'effondrant sur le canapé, pendant qu'elle nous servait 2 verres de whisky. « Maman m'a appelé », dit-elle en s'asseyant à côté de moi et en me tendant un verre. « Elle a vu les photos de toi avec cette mannequin dans tous les journaux.
et elle a trouvé que tu avais l'air bizarre au téléphone. Elle m'a demandé si je savais quelque chose. Je pris une longue gorgée de whisky, sentant le liquide me brûler la gorge. Et tu lui as dit quoi? De te parler directement, répondit Siobhan en m'observant de ses yeux perçants qui avaient toujours vu plus que je ne voulais montrer. Mais maintenant que je suis là et que je vois ta tête, je crois que je sais déjà. C'est qui, lui? Je ne fis pas semblant de ne pas comprendre. Siobhan et moi ne nous étions jamais menti, même enfants dans un quartier difficile de Dublin avant que la famille n'émigre à Montréal. Elle avait été la première personne à qui j'avais avoué, à 17 ans, que les garçons me plaisaient. Et c'était elle qui m'avait pris dans ses bras quand j'avais pleuré, terrifié de ce que ça signifiait pour mon rêve de devenir boxeur professionnel. Il s'appelle Noah, dis-je enfin. C'est mon masseur. Où l'était? Je ne sais plus ce qu'on est maintenant. Tu l'aimes? La question me frappa comme un uppercut en plein menton. Je n'avais jamais prononcé ce mot, même pas dans ma tête. Mais dès l'instant où Siobhan le dit, je sus que c'était vrai. Oui, avouai-je, et dire les mots à voix haute me fit l'effet de retirer un poids énorme de ma poitrine. Je l'aime. Mais il a reçu une offre à Toronto et il va l'accepter parce que je suis un lâche qui n'ose pas assumer publiquement ce que je ressens. Siobhan but une gorgée de whisky, pesant mes paroles. Tu sais pourquoi papa t'a soutenu quand tu as dit que tu voulais devenir boxeur? Demanda-t-elle après un moment. Malgré le danger, malgré les pleurs de maman à chaque combat de ton adolescence. Je secouai la tête, ne voyant pas où elle voulait en venir. Parce qu'il disait que tu avais enfin trouvé quelque chose pour lequel ça valait la peine de se battre, continua Siobhan. Pas juste taper sur des sacs ou gagner des ceintures, mais te battre pour être qui tu es vraiment. Et maintenant, Liam, il faut que tu décides si l'amour aussi mérite qu'on se batte pour lui. Ces mots restèrent avec moi les jours suivants. Mon entraîneur, un vieux Irlandais nommé Paddy qui m'entraînait depuis mon arrivée à Montréal, remarqua ma distraction. Il me faisait répéter les combinaisons encore et encore, criant les corrections dans son accent fermé de cork. Mais même lui voyait que j'avais la tête ailleurs. Quoi que ce soit qui te ronge de l'intérieur, me dit-il un après-midi après un sparring particulièrement catastrophique, règle-le avant le combat. Un boxeur divisé est un boxeur mort sur le ring. Ce soir-là, je décidai d'aller voir mon père. Connor O'Connor travaillait comme superviseur d'entretien au métro de Montréal, en équipe de nuit, dans les tunnels sombres sous la ville, pendant que tout le monde dormait au-dessus. Je le trouvais à la station Baudry, dans le quartier gai de Montréal, et l'ironie ne m'échappa pas. Il vérifiait les voies quand j'arrivais, en combinaison orange réfléchissante et bonnet de laine. Son visage buriné par des années de travail dur s'illumina quand il me vit. « Liam, mon garçon, dit-il, en me serrant dans ses bras encore solides, malgré ses 60 ans. Qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Tu devrais être en train de te reposer pour ton combat. Il fallait que je te parle, dis-je, la voix plus jeune que je ne l'aurais voulu, de quelque chose d'important. On s'assit sur un banc de la station déserte, avec l'écho lointain des trains, sur d'autres lignes, et l'odeur de métal et d'électricité dans l'air. Je lui racontais tout. Noah, le baiser, le gala avec Sophie, l'offre de Toronto, ma peur de tout perdre si je disais la vérité. Mon père écouta en silence, avec cette patience qu'il avait toujours eue, et quand j'eus fini, il enleva son bonnet et se gratta la tête, pensif. « Tu te souviens quand tu avais 12 ans et que ces grands te cherchaient des noises à l'école ?» demanda-t-il enfin. « Bien sûr. Tu m'as dit d'apprendre à boxer pour pouvoir me défendre. »« Non, me corrigea-t-il. Je t'ai dit d'apprendre à boxer pour ne plus jamais avoir peur d'être toi-même. Il y a une différence, fiston. Se défendre, ce n'est pas se cacher. C'est se tenir debout et dire « Me voilà, prenez-moi,
ou laissez-moi. Je sentis les larmes monter, mais je les retins. Et s'ils prennent et qu'ils détruisent tout, si je perds tout ce pour quoi j'ai travaillé? Alors tu construiras autre chose, répondit-il simplement. Mais au moins, tu le feras en étant honnête. Et crois-moi, Liam, tu peux survivre à la perte d'une carrière. Mais je ne pense pas que tu puisses survivre à la perte de qui tu es vraiment. Cette conversation a changé quelque chose de fondamental en moi. Les jours suivants, alors que mon combat approchait à grands pas, j'ai commencé à voir les choses avec une clarté que j'avais fui jusqu'ici. J'ai vu comment Marcus me traitait comme un produit plutôt qu'une personne, comment les sponsors ne se souciaient que de l'image que je vendais, pas de l'homme derrière les gants. J'ai vu comment Sophie n'avait été qu'un mensonge de plus dans une vie construite sur des mensonges. Et j'ai vu Noah, qui travaillait en silence au gymnase, préparant son départ pour Toronto, vers une vie où il pourrait être libre d'être lui-même, sans se cacher. Je l'ai vu toucher les muscles d'autres boxeurs, avec cette capacité presque magique de cartographier les tensions comme s'il s'agissait des rues de Montréal. Et j'ai compris que j'étais sur le point de le laisser partir sans me battre pour lui. Le jeudi, 2 jours avant mon combat, et 1 jour avant que Noah ne doive donner sa réponse définitive à Toronto, j'ai pris une décision. Je suis arrivé tôt au gymnase, avant le début des entraînements matinaux, et je l'ai trouvé en train de préparer sa station. La lumière grise de l'aube montréalaise entrait par les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol en béton, taché de sueur et d'effort. « Noah », ai-je dit, et ma voix a résonné dans l'espace vide. Il s'est retourné, surpris de me voir si tôt. Il avait de profondes cernes, et ses cheveux noirs bouclés étaient plus en désordre que d'habitude, comme s'il n'avait pas mieux dormi que moi. « Liam, la séance ne commence pas avant 1 heure. » « Je ne suis pas venu pour une séance, l'ai-je coupé en m'approchant. Je suis venu te dire de ne pas accepter ce poste à Toronto. » Ses yeux se sont plissés, entre colère et douleur. « Tu n'as pas le droit de me demander ça. »« Je sais, ai-je admité. Je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit après la façon dont je t'ai traité. Mais je vais le faire quand même, parce que je suis égoïste, parce que je t'aime, et parce que je ne peux pas imaginer ma vie dans cette ville sans toi. » Les mots sont restés suspendus entre nous, comme la vapeur de notre souffle dans l'air froid du gymnase. Noah s'est figé, les mains immobiles au-dessus d'un flacon d'huile de massage. « Qu'est-ce que tu as dit ?» a-t-il demandé à voix basse. « Que je t'aime, ai-je répété, et cette fois les mots sont sortis plus facilement. Et je sais que je n'ai rien à t'offrir pour l'instant, à part un tas de problèmes et une carrière qui va probablement exploser quand j'aurai enfin le courage d'être honnête. Mais je veux essayer, Noah. Je veux me battre pour nous autant que je me bats sur ce ring. J'ai juste besoin que tu me donnes du temps pour le faire correctement. » Noah a posé le flacon sur la table d'une main tremblante et a enlevé ses lunettes pour s'essuyer les yeux. Quand il les a remises, des larmes brillaient sur ses joues. « Et ton manager? Les sponsors? Tous ces gens qui attendent que tu sois quelqu'un que tu n'es pas. »« Qu'ils aillent au diable, ai-je répondu, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la liberté. Après mon combat de samedi, je parlerai à Marcus et à tous ceux qu'il faudra. Et si je perds des contrats, si je perds des sponsors, alors j'en trouverai d'autres qui valorisent l'homme entier, pas seulement le boxeur. » Noah a fait un pas vers moi, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit assez proche pour que je voie les reflets dorés dans ses yeux sombres. « Tu es sûr ?»« De ça ?» a-t-il demandé. « Parce que je ne serai pas ton secret, Liam. Plus jamais. »« J'en suis sûr, ai-je répondu en prenant son visage entre mes mains. Et je ne veux pas que tu sois mon secret. Je veux que tu sois mon masseur, mon ami, mon amant. Je veux que tu sois la personne que je vois quand je sors de l'entraînement, la voix que j'entends quand j'ai peur,
L'homme avec qui je construis une vraie vie, pas un mensonge pour les caméras. Cette fois, quand on s'est embrassé, c'était différent du baiser désespéré dans la salle de massage des semaines plus tôt. Celui-ci était rempli de promesses et de possibilités, un baiser qui avait le goût de l'espoir et de l'avenir. Ses bras m'ont entouré et je l'ai attiré plus près, sentant son corps mince mais fort s'emboîter parfaitement contre le mien. Quand on s'est enfin séparés, on souriait tous les deux comme des idiots. « Il faut que je refuse Toronto », a dit Noah, et il y avait autant de soulagement que d'excitation dans sa voix. « Ou peut-être qu'un jour, on ira ensemble », ai-je suggéré, « quand je serai prêt. Mais pour l'instant, restons à Montréal. Cette ville nous a vus tomber, elle doit nous voir nous relever aussi. » Le reste de la journée s'est déroulé dans un brouillard de bonheur que je n'avais pas ressenti depuis des années. On s'est entraînés ensemble. Noah m'a fait un massage profond qui a préparé mes muscles pour le combat le plus important de ma vie. Et pour la première fois, il n'y avait plus de tension entre nous, seulement la certitude que, quoi qu'il arrive, on l'affronterait ensemble. Mais ce qu'aucun de nous ne savait, c'est que Marcus avait déjà vu les signes, qu'il avait déjà fait ses propres plans, et que le combat du samedi allait apporter des complications qui mettraient à l'épreuve chaque promesse qu'on venait de se faire. Le vendredi soir, 24 heures avant mon combat le plus important, Marcus m'a convoqué dans son bureau du centre-ville de Montréal. L'immeuble était l'un de ces gratte-ciel de verre et d'acier près du quartier financier, avec vue panoramique sur la ville illuminée et le fleuve Saint-Laurent gelé au loin. J'y suis allé avec Noah à mes côtés, nos doigts entrelacés dans la poche de mon manteau, une petite déclaration de courage qu'il nous avait fallu toute la semaine pour construire. Marcus était assis derrière son bureau en acajou, dans son costume gris impeccable qui lui servait d'armure. Et quand on est entré et qu'il a vu nos mains jointes, son expression s'est durcie comme la glace qui recouvrait les rues dehors. « Liam, il faut qu'on parle en privé », a-t-il dit sans même regarder Noah. « Tout ce que tu as à me dire, tu peux le dire devant lui », ai-je répondu en serrant la main de Noah. Marcus s'est levé lentement, a marché jusqu'à la fenêtre et a contemplé la ville un long moment avant de se retourner vers nous. « Très bien, je vais être direct », a-t-il dit. Et il y avait quelque chose de dangereux dans sa voix. « Je sais ce qui se passe entre vous deux. Je le savais depuis le gala, même avant. Et je suis venu préparer. » Il a sorti un dossier de son bureau et l'a fait glisser vers moi. Quand je l'ai ouvert, j'ai senti mon estomac tomber. Des contrats, des emails, des clauses surlignées en jaune vif. Clauses de moralité, spécifications sur la conduite publique, menaces voilées de poursuites en cas de violation des termes de mes accords avec les sponsors. Tu as des contrats d'une valeur de 2 millions de dollars avec 3 compagnies différentes, a expliqué Marcus, de cette voix froide et calculatrice qu'il utilisait en négociation. Chacun de ces contrats contient des clauses qui t'obligent à maintenir une image publique précise. Si tu fais ton coming out maintenant, surtout avant ce combat, tu violeras ces contrats. Et tu ne perdras pas seulement l'argent, Liam. On te poursuivra. On te ruinera financièrement. Tu mens, ai-je dit, même si ma voix sonnait moins sûre que je ne l'aurais voulu. Lis-les toi-même, a-t-il rétorqué en désignant les papiers. Tout est là, noir sur blanc. Ton avocat les a relus, tu les as signés. Ils sont légaux et contraignants. Noah s'est raidi à côté de moi. J'ai senti sa main trembler dans la mienne. « Pourquoi tu fais ça ?» a demandé Noah, la rage contenue dans la voix. « Pourquoi tu ne peux pas simplement le laisser être heureux ?»« Parce que mon travail est de protéger sa carrière, » a répondu Marcus en regardant enfin Noah avec un mépris à peine dissimulé. « Et toi, avec tout le respect que je te dois, tu es une distraction qui pourrait tout lui coûter. Voici donc mon offre. Liam gagne son combat demain. Il garde la bouche fermée sur sa vie privée,
pendant les 2 prochaines années, pendant qu'on construit sa valeur marchande, et quand il sera champion du monde consolidé, il pourra faire ce qu'il veut. À ce moment-là, il sera intouchable. 2 ans, ai-je répété, sentant les mots m'écraser. Tu veux qu'on mente encore 2 ans? Je veux que tu sois intelligent, a dit Marcus. Regarde ce qui est arrivé aux autres athlètes qui sont sortis du placard trop tôt. La moitié ont disparu, l'autre a mis des années à retrouver des sponsors. Toi, tu as la chance de le faire correctement, à tes conditions, depuis une position de pouvoir. Mais seulement si tu es patient. J'ai regardé Noah, cherchant un guide dans ses yeux sombres. Mais ce que j'y ai vu m'a brisé le cœur. Il y avait de la résignation, de la tristesse, et quelque chose qui ressemblait dangereusement à la reddition. Liam, peut-être qu'il a raison, a dit Noah à voix basse. Peut-être que 2 ans, ce n'est pas si long. On pourrait attendre, être discret. Non, l'ai-je coupé, sentant la colère monter dans ma poitrine. Je ne vais pas te demander d'attendre 2 ans en vivant comme mon secret. Je ne ferai pas ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Marcus en croisant les bras. Tu vas tout jeter par la fenêtre? Tu vas laisser ta famille, qui a investi en toi, qui a cru en toi, voire tout perdre à cause d'une histoire d'amour? Ces mots étaient comme des coups bien placés, conçus pour faire un maximum de dégâts. J'ai pensé à mon père qui faisait des quarts de nuit dans le métro, à ma mère qui nettoyait des maisons quand on est arrivé au Canada pour payer mes cours de boxe, à Siobhan qui m'avait toujours défendu quoi qu'il en coûte. Allais-je vraiment les décevoir? J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je fini par dire en lâchant la main de Noah et en passant les mains dans mes cheveux. Tu n'as pas le temps, a répondu Marcus. Ton combat est demain à 20h. Les médias seront là. Les caméras suivront chacun de tes mouvements. Et si tu fais ou dis quoi que ce soit qui viole ces contrats, les poursuites commenceront lundi matin. On est sorti de ce bureau en silence, le poids de la conversation pesant entre nous comme une tempête de neige qui menaçait de nous ensevelir. Le trajet en métro jusqu'à mon appartement a été un supplice. Noah était assis à côté de moi, regardant par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient en un flou, et je sentais la distance grandir entre nous à chaque station. Quand on est arrivé à mon appartement du plateau Mont-Royal, Noah s'est arrêté à la porte sans entrer. « Je crois que je devrais partir, a-t-il dit. « Noah, s'il te plaît. »« Non, Liam, écoute-moi, m'a-t-il coupé, les yeux brillants de larmes contenues. J'adore que tu veuilles te battre pour nous. J'adore que tu sois prêt à tout risquer. Mais je ne peux pas être la raison pour laquelle tu détruis ta vie. Je ne peux pas porter cette culpabilité. Ce ne serait pas ta faute, ai-je dit désespéré. Ce serait mon choix. Et dans 5 ans, quand tu ne seras plus boxeur et que tu regarderas en arrière avec amertume, a-t-il demandé, la voix brisée. Quand tu te souviendras de tout ce que tu aurais pu avoir et que tu m'en voudras. Ça n'arrivera jamais. Tu ne peux pas le savoir, a-t-il dit en secouant la tête. Demain, tu as le combat le plus important de ta carrière. Tu dois te concentrer là-dessus, pas sur moi, pas sur nous. Après le combat, quand ta tête sera claire, on pourra parler de ce qu'on fait. Avant que je puisse le retenir, il s'est retourné et a commencé à descendre l'escalier. Je l'ai regardé disparaître dans la nuit enneigée de Montréal, sa silhouette rapetissant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'écho de ses pas et le vide dans ma poitrine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé sur le canapé, les lumières de la ville filtrant par les fenêtres, les contrats de Marcus éparpillés sur la table basse, comme la preuve de ma lâcheté. J'ai lu chaque clause, chaque petite ligne que j'avais signée sans faire attention, trop excité par l'argent et les opportunités pour voir les chaînes que j'acceptais. Vers 3h du matin, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. « Ton père m'a raconté votre conversation. Je veux juste que tu saches qu'on t'aime quoi qu'il arrive, et qu'aucun argent, aucun titre, ne vaut plus que ton bonheur.
Que tu gagnes ou perdes demain, tu es déjà notre champion. J'ai pleuré pour la première fois depuis des années. J'ai pleuré pour Noah, pour moi, pour toutes les décisions qui nous avaient amenés là. Et quand les larmes ont enfin séché, j'ai su ce que j'avais à faire. Le jour du combat est arrivé sous un ciel gris et lourd qui menaçait encore de neige. Le Centre Bell, le plus grand stade de Montréal, était plein à craquer. Plus de 15 000 personnes remplissaient les gradins. Une marée de drapeaux canadiens et de cris qui faisaient vibrer l'air. Les projecteurs brillaient sur le ring comme des soleils artificiels, et l'odeur de sueur, de bière et d'anticipation emplissait chaque recoin. Dans le vestiaire, Paddy me bandait les mains avec cette précision née de décennies d'expérience. Ma famille était là, mon père avec sa casquette des Canadiens de Montréal, ma mère son rosaire entre les doigts, Siobhan avec un sourire d'encouragement, et dans le coin, préparant les huiles de massage pour après le combat, il y avait Noah. Nos regards se sont croisés à travers le vestiaire bondé, et dans ses yeux, j'ai vu tout ce qu'on ne s'était pas dit la veille. « Tu dois tout laisser dehors de ce ring », m'a dit Paddy en serrant le dernier bandage. Tout le bruit, toutes les distractions. Sur ce ring, il n'y a que toi et ton adversaire. Compris ? Compris, ai-je répondu, même si je savais que c'était impossible de laisser Noah hors de ma tête. Marcus est entré dans le vestiaire avec sa suite habituelle d'assistants et de relations publiques. Il m'a donné une tape sur l'épaule censée être encourageante, mais qui ressemblait à un avertissement. « C'est ta soirée, Liam, a-t-il dit. Gagne ce combat et tout ira bien. Le reste peut attendre. » La marche du vestiaire au ring a été une éternité. La foule rugissait, les caméras suivaient chacun de mes pas, et les commentateurs narraient mon entrée comme si j'étais un gladiateur romain entrant dans l'arène. Mon adversaire, un poids moyen américain nommé Jake The Hammer Morrison, était déjà sur le ring, sautillant dans son coin avec une assurance qui me rappelait pourquoi ce combat était si important. Les premières reprises ont été une guerre. Morrison était rapide, technique, et frappait comme un marteau-piqueur chaque fois qu'il trouvait une ouverture dans ma défense. Je répondais avec des combinaisons que j'avais répétées des milliers de fois, mais mon esprit revenait sans cesse à Noah, au contrat, à la décision impossible qui m'attendait après cette nuit. À la 4e reprise, Morrison m'a touché d'un crochet gauche qui m'a fait voir des étoiles. Je me suis retrouvé contre les cordes, entendant les cris étouffés de la foule. Et pendant 1 seconde, j'ai cru que tout était fini. Mais alors, j'ai entendu la voix de Noah depuis mon coin, criant mon nom par-dessus le vacarme. J'ai levé les yeux, et je l'ai vu là, debout à côté de Paddy, des larmes coulant sur son visage et les poings serrés. Et à cet instant, j'ai su que peu importait combien de contrats je romprais, combien de sponsors je perdrais, combien d'argent ça me coûterait. Rien de tout ça ne valait la peine si ça signifiait vivre sans lui. Je me suis relevé des cordes avec une force que je ne savais pas posséder. Les rounds suivants ont été les plus intenses de ma carrière. J'ai échangé coup pour coup avec Morrison, sentant mon corps hurler de douleur, mais refusant de céder. À la 10e reprise, j'ai trouvé mon ouverture. Morrison a baissé sa garde d'une fraction de seconde, et je suis entré avec un uppercut suivi d'un crochet du droit qu'il a envoyé au tapis. L'arbitre a commencé le compte. 1, 2, 3. La foule était debout, le bruit assourdissant. 4, 5, 6. Morrison a essayé de se relever, mais ses jambes ne répondaient le plus. 7, 8, 9. J'ai regardé mon coin et vu Noah, les mains sur la bouche. 10. KO technique. J'avais gagné. Le ring s'est rempli de monde en quelques secondes. Mon équipe, les photographes, les commentateurs. Paddy m'a serré fort dans ses bras. Ma famille a sauté sur le ring en pleurant de joie. Et Marcus est apparu avec ce sourire calculateur
qui signifiait qu'il pensait déjà au gain. Mais je n'avais Dieu que pour Noah, resté dans le coin, qui me regardait avec un mélange de fierté et de tristesse. Les interviews d'après-combat ont commencé immédiatement. On m'a mis un micro sous le nez, les caméras m'ont encerclé et l'intervieweur a commencé par les questions habituelles sur le combat, ma technique, mes projets futurs. Je répondais en pilote automatique, disant les bonnes choses, souriant pour les caméras. Et puis l'intervieweur a posé la question qui allait tout changer. « Liam, on t'a vu arriver seul ce soir. Il y a eu des rumeurs, il y a quelques semaines, sur une relation avec une mannequin. Y a-t-il quelqu'un de spécial dans ta vie à qui tu voudrais rendre hommage pour cette victoire ?» J'ai vu Marcus au bord du ring, faisant des gestes de plus en plus frénétiques pour que je me taise. J'ai vu les contrats dans ma tête, les clauses, les poursuites. J'ai vu 2 ans de mensonges et de secrets s'étendre devant moi, comme une route pavée d'argent taché de sang. Et puis j'ai regardé Noah, debout dans mon coin, prêt à quitter ma vie pour Toronto, parce que je n'avais pas eu le courage de le choisir publiquement. La décision la plus importante de ma vie n'a pas été de gagner ce combat. Ça a été ce que j'ai dit ensuite. Le silence au Centre Bell était si dense que je sentais le poids de 15 000 regards posés sur moi. Les caméras continuaient d'enregistrer. Le micro était toujours devant ma bouche et l'intervieweur attendait ma réponse sur l'existence d'une personne spéciale. J'ai vu Marcus s'agiter de plus en plus depuis le bord du ring, le visage rouge de panique. J'ai vu les sponsors assis au premier rang, costumes chics et sourires calculés. J'ai vu les 2 millions de dollars en contrat s'évaporer comme neige au soleil. Et puis j'ai regardé Noah, debout dans mon coin, avec cette expression mêlée de douleur et d'amour, prêt à quitter Montréal, à quitter sa vie ici, parce que je n'avais pas eu le courage de le choisir publiquement. J'ai pris une grande inspiration. Mon corps me faisait encore mal du combat. Mes phalanges saignaient sous les bandages, et je sentais le goût métallique du sang dans ma bouche. Mais rien de tout ça n'avait d'importance face à ce que j'étais sur le point de faire. Oui, ai-je dit, et ma voix a résonné claire et ferme dans tout le stade. Il y a quelqu'un de très spécial dans ma vie. Il s'appelle Noah Lefebvre, c'est mon masseur, et c'est l'homme dont je suis amoureux. Le stade a explosé. Je ne sais pas si c'était des cris d'encouragement ou de stupeur, mais le bruit était assourdissant. J'ai vu la mâchoire de l'intervieweur tomber littéralement, Marcus devenir blanc comme la neige dehors, les flashs des appareils se multipliaient comme des feux d'artifice. Mais la seule chose qui comptait vraiment, c'était l'expression sur le visage de Noah. Ses yeux sombres se sont remplis de larmes, sa main a couvert sa bouche, et j'ai vu ses lèvres former mon nom en silence. Noah, ai-je dit en ignorant l'intervieweur qui tentait de poser des questions de suivi, en ignorant le chaos qui se déchaînait autour de moi. Je t'ai demandé de ne pas accepter ce poste à Toronto, mais maintenant, je te demande autre chose. Accepte-le. Va à Toronto, construis la carrière que tu mérites. Et moi je te rejoindrai quand mon contrat ici sera terminé. Parce que là où tu seras, c'est là que je veux être aussi. Les mots sont sortis avant que je puisse penser aux conséquences, mais dès que je les ai prononcés, j'ai su que c'était la vérité la plus pure que j'ai jamais dite. Marcus a monté sur le ring comme une furie, écartant photographes et membres de l'équipe pour arriver jusqu'à moi. Son visage était écarlate, les veines de son cou gonflées de rage contenue. « Qu'est-ce que tu viens de faire, bon sang ?» a-t-il sifflé assez fort pour que les caméras proches l'entendent. « Tu viens de violer tous les contrats que tu as. Tu viens de détruire ta carrière. » « Non, ai-je répondu en enlevant mes gants de boxe avec des mains tremblantes. Je viens de sauver ma vie. Je suis descendu du ring, me frayant un chemin à travers la marée humaine, les caméras, les journalistes qui hurlaient des questions. Ma famille est apparue à mes côtés comme un bouclier.
Mon père, le bras sur mes épaules, ma mère tenant ma main, Siobhan ouvrant la voie avec cette férocité d'avocate qui faisait reculer les gens. Et puis je suis arrivé jusqu'à Noah. On s'est retrouvés face à face, pendant une seconde qui a paru éternelle, le chaos du stade grondant autour de nous comme une tempête lointaine. Ses yeux brillaient de larmes, ses cheveux noirs étaient en bataille, et il y avait sur son visage une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange d'incrédulité, d'amour et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'espoir. « Tu viens de faire ton coming out devant tout le Canada », a-t-il dit, la voix brisée sur le dernier mot. « Techniquement, devant le monde entier », ai-je répondu avec un sourire tremblant. Le combat était diffusé à l'international. Liam, les contrats. Au diable les contrats, l'ai-je coupé en prenant son visage entre mes mains bandées et tachées de sang. Au diable les sponsors, Marcus, tous ceux qui pensent que leur argent vaut plus que ça, plus que nous. Je l'ai embrassé là, au milieu du Centre Bell, avec 15 000 personnes qui nous regardaient et des centaines de caméras capturant chaque seconde. C'était un baiser qui avait le goût du sang et de la sueur, de la liberté et de l'avenir. Et quand on s'est séparés, la foule a explosé en applaudissements si forts que les poutres du stade semblaient trembler. Les jours suivants ont été un ouragan. Comme Marcus l'avait promis, les poursuites ont commencé dès le lundi matin. 3 sponsors différents m'ont traîné en justice pour violation des clauses de moralité, réclamant non seulement le remboursement des contrats, mais aussi des dommages supplémentaires. Les médias sont devenus fous. Certains me célébraient comme un héros courageux, le premier boxeur poids moyen en activité à faire publiquement son coming out. D'autres me crucifiaient, disant que j'avais trahi l'esprit de la boxe, que c'était une distraction, que je ne devrais plus jamais combattre. Siobhan a pris mon dossier immédiatement, travaillant avec une équipe d'avocats spécialisés en droit LGBT pour contester chaque poursuite. Ils arguaient que les clauses de moralité étaient discriminatoires et violaient les lois canadiennes sur les droits de la personne. Les batailles judiciaires se sont étendues sur des semaines, remplissant les journaux de titres oscillant entre soutien et condamnation. J'ai perdu 2 des 3 sponsors. Les procès se sont réglés à l'amiable, me coûtant près d'1 million de dollars au total, de l'argent que j'avais économisé pendant des années de combat. Mon compte en banque était presque vide. Marcus a démissionné en tant que manager, non sans avoir donné une interview venimeuse, où il m'accusait d'avoir détruit une carrière prometteuse pour un caprice romantique. Mais quelque chose d'étrange s'est produit au milieu de ce chaos. Pour chaque sponsor qui m'abandonnait, 2 nouveaux apparaissaient. Des entreprises progressistes, des marques LGBT-friendly, des organisations de droits humains, tous voulant s'associer aux boxeurs qui avaient eu le courage d'être authentiques. Les offres n'étaient pas aussi lucratives que les contrats précédents, du moins au début, mais elles venaient sans clause, m'obligeant à cacher qui j'étais. Et le plus important, Noah a refusé l'offre de Toronto. Pas tout de suite, mais après de longues conversations où je lui ai expliqué que ma proposition de le rejoindre était sincère, que je ne changerais pas d'avis, que ce n'était pas un geste impulsif, mais une décision consciente de construire une vie ensemble. Finalement, il a négocié avec le Centre de médecine sportive de Toronto pour travailler à distance depuis Montréal une partie du temps, tout en créant sa propre pratique dans la ville qu'on aimait tous les 2. 3 mois après cette nuit au Centre Bell, j'ai eu mon combat suivant. C'était un événement beaucoup plus modeste, dans un gymnase local plutôt qu'un stade géant, sans la pompe et le glamour d'avant. Mais quand je suis monté sur le ring et que j'ai vu Noah dans mon coin, avec son sourire doux et ses mains prêtes à me soigner après chaque reprise, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. J'ai gagné ce combat aussi, et le suivant, et celui d'après, lentement,
avec l'aide d'un nouveau manager qui me voyait comme un être humain complet plutôt qu'un produit, j'ai commencé à reconstruire ma carrière. Ce n'était pas le chemin rapide vers un titre mondial que Marcus avait planifié, mais c'était le mien, honnête et authentique. L'hiver montréalais a fini par céder la place au printemps. La neige qui avait recouvert les rues du plateau Mont-Royal a fondu, révélant les trottoirs pavés et les premiers bourgeons verts sur les arbres nus. Noah et moi avons emménagé ensemble dans un appartement plus grand du même quartier, avec des fenêtres donnant sur la rue et une cuisine assez vaste pour qu'il puisse expérimenter les recettes québécoises que j'écoutais autrefois dans ses podcasts pour m'endormir. Un après-midi de mai, on marchait dans le vieux Montréal, dans les mêmes rues où j'avais assisté à ce gala désastreux avec Sophie au bras. Mais cette fois, c'était différent. Noah et moi marchions main dans la main sous le soleil printanier, passant devant des cafés aux terrasses bondées, des artistes de rue qui jouaient de la musique, et des touristes prenant des photos des bâtiments historiques. Certains nous reconnaissaient et nous montraient du doigt. Certains demandaient des selfies, d'autres nous souriaient simplement. On s'est arrêté devant une petite galerie d'art qui exposait des photographies en noir et blanc de Montréal. L'une en particulier a attiré mon attention. C'était une image du Centre Bell sous une tempête de neige, les lumières du stade brillant comme un phare dans la tourmente. « Tu te souviens de cette nuit-là » a demandé Noah en suivant mon regard. « Chaque seconde » ai-je répondu. C'était la nuit où j'ai enfin arrêté de me battre contre moi-même et où j'ai commencé à me battre pour ce qui comptait vraiment. Noah s'est tourné vers moi, ses yeux sombres reflétant la lumière dorée de l'après-midi. « Tu regrettes parfois ?» a-t-il demandé doucement. « Tout ce que tu as perdu, ce qui aurait pu être... » Jamais, l'ai-je coupé en prenant sa main et en embrassant ses phalanges. J'ai perdu de l'argent, des contrats, un chemin précis vers le titre. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. Je me suis gagné moi-même. J'ai gagné la capacité de me regarder dans le miroir et de reconnaître l'homme qui me regarde. Et je t'ai gagné toi, ce qui est le plus grand prix que j'aurais pu imaginer. On s'est embrassé là, sous le ciel bleu de Montréal, avec le bruit de la ville comme bande-son, les cloches de la basilique Notre-Dame, le murmure des conversations en français et en anglais, le grondement lointain du métro sous nos pieds. Et pour la première fois de ma vie, je me fichais de qui pouvait nous voir. 6 mois plus tard, j'ai reçu l'offre que j'attendais, un combat pour le titre mondial, poids moyen contre le champion en titre, un Mexicain nommé Rodrigo El Toro Mendoza. C'était à Las Vegas, au MGM Grand, avec des millions de téléspectateurs dans le monde entier. La nouvelle manager, une femme brillante nommée Sarah Chen, spécialisée dans les athlètes LGBT, avait négocié le contrat de ma vie. Plus d'argent que je n'en avais gagné avec Marcus, mais sans une seule clause m'obligeant à cacher qui j'étais. La nuit du combat, Noah était dans mon coin avec Paddy. Il portait un t-shirt de l'équipe avec mon nom dans le dos. Et chaque fois que nos regards se croisaient entre les reprises, je sentais une force qu'aucun entraînement n'aurait pu me donner. Le combat a été brutal. 12 rounds d'échanges intenses où chaque coup semblait pouvoir y mettre fin. Mendoza était fort, technique et expérimenté, tout ce qu'on attend d'un champion. Mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. J'avais une raison de me battre qui allait au-delà de la gloire ou de l'argent. Chaque fois que ces coups me faisaient vaciller, je pensais à toutes les personnes qui m'avaient écrit pour me remercier d'être visible, de leur montrer qu'on pouvait être authentique et réussir. Je pensais aux jeunes boxeurs LGBT qui avaient maintenant un exemple que c'était possible. Et je pensais à Noah qui m'attendait après le combat, que je gagne ou que je perde. Au 11e round, j'ai trouvé mon ouverture. Mendoza a baissé sa garde gauche après un jab et je suis entré avec une combinaison de 3 coups
que j'avais répété 1000 fois avec Paddy. Crochet gauche au corps, uppercut droit à la mâchoire et un crochet gauche final qu'il a envoyé dans les cordes. L'arbitre a arrêté le combat. KO technique. J'étais le nouveau champion du monde poids moyen. Le ring s'est rempli de monde, mais je n'en cherchais qu'un seul. Noah a sauté par-dessus les cordes avec une agilité que je ne lui connaissais pas et a couru vers moi. Je l'ai soulevé dans mes bras, le faisant tourner pendant qu'il riait et pleurait en même temps, et quand je l'ai embrassé avec la ceinture de champion sur l'épaule, les flashs des appareils ont illuminé l'instant comme des étoiles filantes. L'interview d'après-combat a été totalement différente de celle du Centre Bell. Cette fois, quand l'intervieweur m'a demandé comment je ressentais ma victoire, j'ai parlé ouvertement de Noah, de la façon dont son soutien avait été essentiel, de la manière dont le véritable amour n'est pas une distraction, mais une source de force. Et quand on m'a demandé quel message j'avais pour les jeunes qui me regardaient, j'ai dit quelque chose qui venait du fond du cœur. Peu importe que vous soyez boxeur, artiste, étudiant ou n'importe quoi d'autre, peu importe qui vous aimez ou comment vous vous identifiez, ce qui compte, c'est que vous vous battiez pour être authentique, parce que c'est la seule bataille qui vaille vraiment la peine d'être gagnée. Et si quelqu'un vous dit que vous devez choisir entre vos rêves et être qui vous êtes vraiment, ne les croyez pas. Trouvez un moyen d'avoir les deux, même si le chemin est plus difficile, parce qu'au final, la seule vie qui vaille la peine d'être vécue est celle qui est entièrement la vôtre. Cette nuit-là, de retour à notre hôtel à Las Vegas, Noah et moi nous sommes installés sur le balcon avec vue sur le strip qui scintillait comme une rivière de lumière sous le ciel nocturne du désert. La ceinture de champion était posée sur la table entre nous, brillant sous les lumières de la ville, mais elle ne semblait plus être ce qu'il y avait de plus important. « Et maintenant ?» a demandé Noah, en se blottissant contre moi pendant que je passais mon bras autour de ses épaules. « Je ne sais pas, ai-je admis. D'autres combats, je suppose. Défendre le titre. Peut-être qu'un jour, on prendra notre retraite et qu'on ouvrira ce centre de médecine. » Sportive LGBT-friendly dont tu as toujours rêvé. Prendre notre retraite, a-t-il répété avec un sourire. Tu as 28 ans, Liam. Il te reste des années de carrière devant toi. Oui, mais je veux m'assurer d'avoir aussi du temps pour autre chose, ai-je dit en embrassant son front. Passer plus de temps avec toi. Peut-être, un jour, fonder une famille si on le veut. Vivre, pas seulement boxer. Noah est resté silencieux un moment, regardant les lumières de Las Vegas clignoter comme des étoiles qu'on ne pouvait pas voir à cause de la pollution lumineuse. « Tu sais ce qu'il y a de plus fou dans tout ça ?» a-t-il fini par dire. « Quand je t'ai rencontré, je pensais que tu étais juste un boxeur arrogant qui me verrait comme un simple outil pour sa carrière. Jamais je n'aurais imaginé que tu serais l'homme qui changerait ma vie, qui m'apprendrait que le courage ne se montre pas seulement sur un ring, mais dans chaque décision de vivre de façon authentique. Et moi je n'aurais jamais imaginé que le masseur, avec ce talent étrange de cartographier les corps comme les rues de Montréal, serait l'homme dont je tomberais si profondément amoureux que je serais prêt à tout risquer pour lui, ai-je répondu. On s'est surpris tous les deux, on dirait. On est resté là, jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube commencent à teinter le ciel du désert de rose et d'orange. Et pendant que je regardais un nouveau jour se lever, avec Noah endormi contre ma poitrine et la ceinture de champion brillant sous la lumière grandissante, j'ai su que ce n'était que le début de notre histoire. Parce qu'au final, peu importait le nombre de combats que je gagnerais ou perdrais sur le ring, ce qui comptait vraiment, c'était que j'avais remporté le combat le plus important de tous, celui de vivre une vie honnête, authentique et remplie d'amour. Et cette victoire-là,
personne ne pourrait jamais me la retirer. Montréal nous attendait à notre retour, avec ses rues fraîchement fleuries et ses terrasses pleines de vie. Le gymnase où je m'entraînais avait accroché une immense banderole pour célébrer mon titre de champion. Et Noah a enfin ouvert son propre cabinet de médecine sportive spécialisé pour les athlètes LGBT dans un petit local chaleureux du village, le quartier gay de Montréal. Les week-ends, on marchait dans les mêmes rues où on s'était autrefois caché, mais désormais, la tête haute, main dans la main, vivant la vie pour laquelle on s'était battu si durement. Et chaque soir, quand je m'allongeais auprès de Noah dans notre appartement du plateau Mont-Royal, avec les sons de Montréal qui filtraient par les fenêtres ouvertes et sa respiration douce contre mon cou, je m'endormais non plus avec des podcasts de cuisine québécoise, mais avec la certitude que j'étais enfin chez moi. Pas seulement dans une ville, mais dans une vie qui était entièrement, authentiquement mienne. J'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et surtout, laissez-moi en commentaire une note de 0 à 10 pour cette histoire et dites-moi ce qui vous a le plus touché. Vos commentaires sont très importants pour moi. À la prochaine histoire.